Alors bonjour à tous, je m'appelle Julien Serry, je suis délégué national aux affaires techniques chez Pôle Habitat FFB et je vais vous parler du dispositif de la loi Elan concernant les études de sol. Alors, ce dispositif, qui est en vigueur depuis le 1er octobre 2020, alors 1er octobre 2020 pour tout contrat et promesse de vente signé à compter de cette date, en fait, il s'applique en 2 temps. Le premier temps, c'est lors de la vente du terrain. Lors de la vente d'un terrain non bâti constructible, le vendeur du terrain doit fournir à l'acquéreur une étude géotechnique préalable. Alors, elle est annexée à la promesse de vente ou à défaut de promesse à l'acte authentique. Et cette étude géotechnique préalable, en gros, c'est une G1 PGC au sens de la NFP 94-500. La NFP 94-500, c'est la norme qui définit et qui régit les missions d'ingénierie géotechnique. On verra par la suite un peu plus dans le détail le contenu de cette mission. Ça, c'est pour le premier temps. Le deuxième temps, c'est au moment de la construction. Alors là, au moment de la construction et avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet la construction d'une maison individuelle, le maître d'ouvrage, il doit fournir au constructeur une étude géotechnique préalable, donc celle qu'il a sûrement reçue de la vente du terrain, ou une étude prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment. Donc là, c'est plus une étude de type G2 au sens de la NFP 94-500. On verra là aussi par la suite le détail de ces missions. Il y a des exonérations, elles ne sont pas nombreuses, mais elles couvrent par exemple les extensions inférieures à 20 mètres carrés et désolidariser du bâtiment. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe au moment de la conclusion du contrat? Le constructeur, lui, il a deux obligations, on va dire, il a en tout cas deux choix au niveau de ses obligations. C'est soit de suivre les recommandations de l'étude géotechnique de conception qui lui a été fournie par le maître d'ouvrage, ou si le maître d'ouvrage ne lui a pas fourni cette étude géotechnique de conception, il peut suivre des dispositions forfaitaires, des techniques particulières de construction qui elles-mêmes sont définies dans un arrêté. Et donc, il a le choix entre suivre ces deux dispositions, soit la G2, soit les dispositions forfaitaires. Alors, il y a là aussi une exonération, c'est quand vous faites une G2 ou quand le maître d'ouvrage fait une G2 et que cette G2 indique qu'il n'y a pas du tout de risque argile au niveau de la parcelle, là, vous êtes exonéré de toutes les dispositions de la loi L1. Alors, comment on définit ces zones d'argile moyen ou fort dont je parlais au début de la vidéo? C'est avec une carte. Donc, vous allez sur le site georisque.gouv.fr et dans la partie argile, vous avez cette carte. Alors, c'est la nouvelle carte qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Elle a évolué. Vous pouvez constater que les zones concernées ont grandement évolué. On est à peu près sur 50% du territoire là, qui est couvert, qui est considéré en zone d'argile moyen ou fort. Et donc, elle est en vigueur depuis le 1er janvier, cette carte. Et c'est ça qui sert à définir si vous êtes en zone d'argile moyen ou fort. Ce sont les zones orange et rouge sur la carte. Alors si on résume de manière schématique les deux séquences, donc la première séquence au niveau de la vente du terrain, donc vous vendez, vous êtes vendeur d'un terrain, vous avez deux possibilités, soit il est constructible au regard des règles d'urbanisme et donc là vous rentrez dans le dispositif de la loi Elan, soit il n'est pas constructible au regard des règles d'urbanisme, donc là il n'y a pas lieu de respecter ces dispositions-là, mais si il est constructible, là encore vous avez deux choix, soit les règles d'urbanisme ne permettent pas la construction de maisons individuelles et là vous n'avez pas à vous soucier des dispositions de la loi Elan, soit les règles d'urbanisme le permettent et là vous rentrez complètement dans le dispositif de la loi Elan avec, si vous êtes en zone de risque argile moyen ou fort, l'obligation de transmettre à l'acquéreur du terrain une étude géotechnique préalable, donc une G1 PGC au sens de la norme 94-500. Au niveau du constructeur maintenant, donc si vous êtes constructeur de maisons individuelles, là aussi, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes en zone de risque argile a priori nulle ou faible. Donc là, pas d'obligation de respecter les dispositions de la loi Elan. Vous avez quand même l'obligation de respecter les dispositions du DTU 13.1 dont on va parler tout de suite. Et si vous êtes en zone de risque argile moyen ou fort selon la carte qu'on a vue, là vous avez plusieurs possibilités en fonction en fait des études que vous fournit le client. Soit il vous fournit une étude géotechnique préalable G1, ce qui est normalement le minimum que le client doit vous fournir. Là, vous avez deux possibilités comme dit précédemment. Soit vous respectez et vous chiffrez le projet en respectant les dispositions forfaitaires, soit vous arrivez à faire compléter cette G1 par une G2 et dans ce cas-là, vous pouvez chiffrer le projet en conséquence. Le deuxième choix, c'est quand le client ne fournit aucune étude. Alors normalement, ça ne doit pas arriver, mais dans ce cas-là, vous avez
avez là aussi la possibilité de partir sur les dispositions forfaitaires ou de voir avec votre client pour qu'il fasse une étude G2 et chiffrer les dispositions de cette étude. Le troisième cas, c'est quand le maître d'ouvrage vous fournit une étude G2, une étude géotechnique de conception. Et bien là, dans ce cas-là, vous devrez chiffrer le projet en conséquence de l'étude G2. Alors on parlait du DTU 13.1, effectivement qui vient un petit peu compléter ou se superposer avec les dispositions de la loi Elan. Donc le DTU, elle a été révisé, il est paru en septembre 2019, donc la nouvelle version du DTU est rentrée en vigueur depuis cette date, et vous voyez que dans son paragraphe 5, données essentielles à l'exécution du marché, il est demandé un rapport géotechnique de type G2 Pro, en sachant que vous pouvez lire dans la note que pour les ouvrages de catégorie géotechnique 1, c'est-à-dire les maisons individuelles, une mission G2 AVP peut suffire. Alors là, on peut voir qu'il peut y avoir une espèce de superposition entre des textes normatifs et des textes législatifs. Quelle est la différence entre un DTU et la réglementation? La réglementation, c'est la loi, donc vous êtes obligé de la respecter. Il ne faut pas se poser de questions. Par contre, le DTU, c'est plutôt une notion assurantielle, c'est une norme volontaire. Alors c'est une norme volontaire, mais que les assureurs et les experts en cas de sinistre prennent comme référence, parce que ce sont les règles de l'art. Donc c'est une norme qui n'est pas obligatoire, mais qu'il faut quand même suivre. Donc alors comment faire au niveau assurantiel pour gérer cette juxtaposition de deux textes? En fait, il faut voir au cas par cas avec votre assureur. Chaque assureur aura éventuellement une position différente entre ce qu'il vous obligera de respecter. Est-ce qu'il vous obligera à nécessairement respecter les dispositions de la loi Elan? C'est fort probable vu que c'est la réglementation. Quant aux dispositions du DTU, c'est là qu'il faut voir au cas par cas avec votre assureur. Si vous justifiez de très peu de sinistres liés au sol, si vous justifiez d'un mode opératoire qui vous permette de limiter les risques du sol, souvent vous pouvez vous exonérer de l'article 5 du DTU 13.1 et partir uniquement sur les dispositions de la loi Elan. Donc il faut vraiment voir au cas par cas avec votre assureur. Alors, j'ai essayé de vous résumer un petit peu les questions qu'on a le plus souvent, mais il y a une adresse mail sous la vidéo, là, dans les liens à laquelle vous pouvez envoyer vos questions, donc n'hésitez pas à compléter éventuellement. Mais voici les questions qu'on rencontre assez souvent. Donc l'étude préalable à G1 PGC doit-elle être réalisée à l'échelle du lot ou de tout le lotissement? Alors ça c'est un cas qu'on a souvent et qu'on a souvent au niveau notamment des notaires. Alors il y a plusieurs éléments qui permettent de justifier qu'une étude pour tout le lotissement suffit. Le premier, c'est la réponse du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique qui certifie bien que la G1 PGC qui est demandée à la vente du terrain peut se faire à l'échelle du lotissement et non pas parcelle par parcelle. Le deuxième, c'est un guide qui va paraître, guide édité par le ministère du Logement, qui va bien écrire le petit encadré que vous avez sur l'écran, qui certifie bien qu'il est possible de faire une étude pour tout le lotissement et que cette étude-là suffit. Deuxième question, lors d'une vente de terrain, un notaire est-il en droit de refuser une G2 sous prétexte qu'il attend une G1? Alors c'est des remontées qu'on a très souvent avec des notaires qui ne connaissent pas forcément et ne sont pas encore habitués à l'enchaînement de ces missions géotechniques et qui, eux, s'attendent à voir une G1 dans la promesse et voient une G2. Alors il faut savoir que la G2, elle englobe en quelque sorte la G1, elle est plus complète, c'est une mission beaucoup plus complète que la G1 sur le plan technique et sur le plan des informations. Donc elle est d'autant plus pertinente que la G1 à la promesse de vente. Donc là, il y a deux solutions dans ce cas-là. C'est soit vous expliquez ça au notaire et vous lui montrez la norme en lui faisant bien état que la G2 est la suite de la G1 et donc qu'elle est plus importante et qu'elle englobe la G1, soit vous faites faire une attestation par le bureau études géotechniques qui certifie bien ce que je viens de vous dire. Alors, si j'ai réalisé ou fait réaliser une G2, puis-je quand même suivre les dispositions forfaitaires définies par arrêté? Alors, théoriquement, oui, vous avez le choix entre soit
suivre les recommandations de la G2 lorsque vous en avez une, soit suivre les techniques particulières de construction. Mais ce cas, vous allez le rencontrer souvent quand la G2 est entre guillemets plus sévère que les dispositions forfaitaires. Donc, sur le plan de la lecture de la loi, on va dire que oui, c'est possible, mais il faut toujours se dire qu'en cas de problème, l'expert verra que vous êtes parti sur les dispositions forfaitaires et saura éventuellement que vous aviez une G2 entre les mains qui vous donnait d'autres dispositions. Donc, il est quand même vachement conseillé de suivre la G2 dans ce cas-là, parce qu'en cas de problème, vous pouvez être tenu en responsabilité si vous n'avez pas suivi les recommandations de la G2. Est-ce que je peux encore faire du terre-plein avec la loi Elan ? Alors la réponse c'est oui, sauf quand vous partez avec les dispositions forfaitaires. Si vous regardez l'arrêté qui définit de manière précise les techniques particulières de construction, vous devez construire en vide sanitaire, mais cela ne veut pas dire que nécessairement en zone argile on doit tout faire en vide sanitaire. Si vous avez une G2 qui vous certifie, vous confirme qu'au niveau de l'emprise de votre maison, vous pouvez faire du terre-plein tout simplement parce que le sol le permet, là vous pouvez continuer à faire du dallage terre-plein. C'est la seule solution, en tout cas en zone argileuse moyenne et forte, c'est de se le faire confirmer entre guillemets par une G2. Alors comment faire pour drainer en cas de construction mitoyenne lorsqu'on est en disposition forfaitaire. Donc, si vous regardez un petit peu le schéma résumé des dispositions forfaitaires que vous avez là, vous voyez effectivement qu'il faut drainer à une distance, il faut placer le drainage à une distance supérieure à 2 mètres des murs et donc des fondations. Ce qui peut être problématique lorsqu'on est sur des petites parcelles et lorsqu'on est en construction mitoyenne. Alors, il y a une solution qui existe. Vous l'avez là aussi schématisé avec un drainage qui vient sous l'emprise de la maison. L'important, c'est que les eaux soient bien ramenées le plus loin possible des fondations pour éviter, comme vous pouvez vous l'imaginer, que l'argile qui se trouve auprès des fondations boive l'eau et sèche et donc accentue ce phénomène de retrait-gonflement. Mais il y a des solutions techniques qui existent. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas données dans les dispositions forfaitaires. Alors, dernier point, et c'est ce qu'on disait un petit peu en début de présentation, c'est qu'est-ce que doit réellement le géotechnicien quand on parle de G1 PGC et de G2 AVP ou de G2 Pro. Alors, comme je vous le disais, ces normes ces missions sont régies par une norme, la NFP 94500, qui détaille à chaque fois le contenu de chaque mission. Le contenu des missions est aussi défini réglementairement par un arrêté, issu des dispositions de la loi Elan évidemment, et tout ça est pris en compte par le géotechnicien pour définir ses prestations. Alors au niveau d'une G1 PGC, il y a deux étapes, on va dire. La première, c'est la phase d'étude de site, où on va notamment caractériser les principales caractéristiques du site, justement, et ensuite la phase principes généraux de construction, où là, le géotechnicien va donner des premières pistes de travail et des premières pistes de solutions de fondation sur lesquelles vous pouvez partir. La G1 PGC, elle n'est jamais conclusive au niveau des dispositions constructives qu'elle donne. Elle doit être, et le géotechnicien le certifie et le dit après chaque rapport G1 PGC normalement, que cette étude doit être complétée par une G2 avec des investigations géotechniques plus poussées pour être conclusive. Mais il peut y avoir des investigations géotechniques là aussi dans la G1 PGC. Rien n'empêche cela. Au niveau de la G2 maintenant, donc là elle est découpée comme vous pouvez le voir suivant les différentes phases de la loi MOP, ce qui n'est pas l'idéal pour une maison individuelle. D'ailleurs on est en train de réviser cette norme pour la rendre un peu plus adaptée à la maison individuelle au niveau des missions, notamment les missions G1 et G2. Mais là vous pouvez voir qu'actuellement dans la version de la norme actuelle, la G2 c'est celle qui va vous servir à bien caractériser le sol avec des essais en labo, des investigations géotechniques in situ, et cette mission elle est pour le coup conclusive et elle vous permettra de chiffrer de manière plus claire, on va dire, vos fondations. Et elle propose normalement plusieurs solutions de fondations en fonction du terrain.
Donc on a fait un webinaire dans le cadre des 72 heures du pôle Habitat au mois de décembre où vous avez 2 géotechniciens qui vous détaillent un peu plus que moi le contenu de ces missions. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l'Union syndicale des géotechniciens dans lequel vous avez le détail des dispositions et du contenu des missions de la G1 et de la G2, où vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail des prestations qui doivent être fournies par les géotechniciens en fonction du type de mission. Et je vous invite, comme je vous disais, à regarder ce webinaire sur les dispositions de la loi Elan et aussi à consulter notre actualité juridique de 2020, de août 2020, sur la prévention du risque retrait-gonflement des argiles pour être totalement complet là-dessus. Et encore une fois, je vous invite à poser vos questions à l'adresse mail qui s'affichera sur l'écran et aussi dans le lien sous la vidéo. Merci.